grande partie de notre travail est liée à la recherche iconographique. Et la recherche iconographique, c'est la recherche de photographies anciennes, de gravures, d'informations, d'écrits, tout ce qui peut nous nourrir sur la couverture d'origine. Et on s'est rendu compte, en faisant cette recherche iconographique, que la couverture de Bardeau de Cèdre est arrivée tardivement, donc dans les années 70 à la Grande Ferme. Et avec les recherches, les curetages qu'on a fait sur place, les sondages recoupés avec l'iconographie, on s'est rendu compte que c'était une couverture métallique. Donc, on faisait appel au fer-blantier à ce moment-là. Et la côte de Beaupré est particulier, la partie la plus ancienne, tout ce qui est le chemin royal ou l'avenue royale. On a des couvertures à la canadienne ou à baguette, mais on a quelques couvertures avec des patrons rectangulaires. Ils sont plutôt rares, mais il en subsiste toujours. Et la Grande Ferme était munie d'une couverture avec des patrons rectangulaires. À la canadienne, il y a un certain angle dans le patron, alors qu'ici, il n'y a pas d'angle. Les patrons sont parallèles au débord de toit, donc des murs gouttereaux. Donc, on a reproduit. On peut savoir que la couverture est déjà à patron rectangulaire, mais on n'a pas nécessairement, à partir de la documentation iconographique, les vraies dimensions. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a retiré la couverture de Bardeau de Cèdre et on a fait une lecture des empreintes des clous sur les voliges. Donc, même cet élément de couverture-là a été apporté au bureau, puis on l'a analysé pour arriver à faire entrecouper les dimensions qu'on retrouve sur place sur les voliges avec la documentation iconographique et à donner un patron de pose. C'est le patron de pose qui nous intéresse. Donc, c'est la démarche qu'on a faite pour arriver à cette couverture-là. C'est une couverture qui est aujourd'hui magnifique, là, vous pouvez la voir. C'est très beau. Puis c'est caractéristique de la région. C'est ça qui m'intéresse là-dedans. Là. Donc, de voir est-ce qu'on a des projets semblables? Est-ce qu'on a d'autres endroits sur la côte? Et quand on fait bien attention, vous allez pouvoir avoir une petite chapelle de procession à certains endroits. Donc, d'entrecouper ça. L'exercice, à mon avis, n'est pas final, parce que ça aurait été intéressant de voir qui a fait les premiers. Quel est l'artisan qui a travaillé ici à l'origine, qui a fait la couverture, et quel est son legs sur d'autres bâtiments? Souvent, les fer-blantiers ont une façon de travailler qui vont transmettre d'un projet à l'autre. Donc, ce travail-là n'est pas complété, mais au moins, on a une bonne amorce, puis on est très bien documenté. C'est un projet dont les autorisations viennent du ministère de la Culture et des Communications. Et il faut s'assurer, lorsqu'on reçoit nos approbations, qu'on est bien, lorsqu'on présente nos plans, qu'on est bien documenté. Dans ce cas ici, là, on était documenté vraiment bien préparé pour recevoir nos permis. Les fenêtres, c'est un élément très important du bâtiment. Souvent, on les néglige. Vous savez, c'est plus facile de remplacer des fenêtres que de les restaurer. C'est plus facile pour nous, surtout, parce qu'on pourrait faire un dessin d'une fenêtre puis de demander à l'entrepreneur de toutes les remplacer. Lorsqu'on décide de restaurer des fenêtres, mais je peux vous garantir que mon personnel passe chacune des fenêtres et contre-fenêtres et la quincaillerie, ouvre toutes les fenêtres, regarde l'état des charnières, des targettes, des crémones, l'état des verres, est-ce que les verres sont décellés, est-ce que la peinture est écaillée, est-ce qu'il y a des éléments qui pourrissent. Et chaque fenêtre porte un numéro et chaque composant de la fenêtre est bien identifié sur la portée des travaux. Ça semble lourd quand on regarde le temps que ça peut prendre pour chacune des fenêtres, mais par contre, en chantier, ça devient très facilitant. C'est facilitant pour nous, notre personnel, et c'est facilitant pour les ébénistes qui vont travailler. À ce moment-là, ils ont une fiche pour un ventail, pour une contre-fenêtre, puis ils savent exactement. Si jamais il déborde, à ce moment-là, on va se déplacer à l'atelier de l'ébénisme, on va convenir avec lui d'une méthode ou modifier la portée des travaux. Oui, c'est un travail de moine et c'est une main-d'œuvre qui de plus en plus disparaît. C'est de plus en plus difficile de trouver des gens qui vont vouloir soumissionner sur la restauration de fenêtres. Parce qu'il faut comprendre qu'on est dans une démarche de projet, on dépose une soumission forfaitaire. Alors là, c'est une quantité d'heures qu'ils doivent évaluer. Si on était dans un contexte d'un travail payé à l'heure, ça serait probablement plus facile. On aurait probablement beaucoup plus de gens qui voudraient faire ce type de travail. Mais pour la grande région de Québec, le travail se partage entre 3 ou 4 ébénistes qui vont bien vouloir faire ça. Parce que c'est probablement plus rentable de construire de nouvelles fenêtres que de les restaurer. Mais il y a tout de même encore des gens qui s'intéressent. Dans la région de Québec et les environs,
Il y a beaucoup de couvertures métalliques, soit en cuivre, en acier galvanisé, ou ici c'est un acier galvalume. On est très, très bien servi. Donc, on a plusieurs couvreurs qui pouvaient se permettre de soumissionner sur notre projet pour être capable de venir faire ce travail. Ils sont plutôt rares au patron rectangulaire, donc on avait peut-être un petit peu plus d'exigences, donc on va demander 10 ou 15 ans d'expérience. Mais à Québec, on est privilégié. Je travaille dans d'autres régions, soit en Gaspésie ou au Bas-Saint-Laurent, où on voit les ferblantiers de la région de Québec travailler et se rendre jusqu'au bout de la Gaspésie pour travailler. Donc, mais à la grande ferme, on était choisi.